Emmanuel Salasque. Nous sommes à l'été 2056 dans ce livre-là, en altitude. Une alarme retentit tout au début de ce livre. Elle va réveiller deux sœurs. Cette alarme est censée prévenir du danger lié au glacier qui est juste à côté, qui est placé sous haute surveillance depuis quelques années, car il pourrait à nouveau y avoir une rupture de poche comme lors de la catastrophe de 1892. C'est le préambule de Orgel. Ce dernier roman, la narratrice s'appelle Lucie, elle a une cinquantaine d'années. Et elle vit dans sa grange isolée, une grange foraine, vous allez nous dire vraiment le lieu qui est très important. Et elle vit depuis quelques mois maintenant avec sa sœur qui avait été absente, disparue pendant une trentaine d'années. Et vous allez articuler l'histoire autour de ce danger, de ce glacier qui menace encore, et autour d'une autre inquiétude, d'une autre peut-être catastrophe, celle que sa mère appelait d'ailleurs ma petite catastrophe. C'est cette fameuse sœur qui est revenue. Vous creusez, vous questionnez le lien entre ces deux sœurs, une qui est partie et revenue et l'autre qui est restée dans ce lieu. Vous questionnez la nature aussi, cette nature qu'on essaye de contrôler. On est en 2056, la France est gouvernée par les écologistes qui tentent effectivement à leur manière de sauvegarder la nature. Ce n'est peut-être pas la meilleure manière, on verra ça. C'est un roman d'anticipation, on verra si c'est quelque chose que vous vouliez dès le départ ou si c'est venu pour d'autres raisons. Ce livre parle de l'attente, de la colère, de la nature et du rapport qu'on a avec. L'eau est très présente. Cette eau qu'on essaye de contenir ou cette eau qui s'échappe, je crois que c'est quelque chose qui vous questionne là aussi depuis très, très longtemps. Peut-être première question justement, puisque vous nous installez dans cette période 2056, on va aller à rebours puisqu'on racontera et l'histoire du glacier et l'histoire de cette famille. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'inscrire justement dans cette anticipation, dans cette année 2056? Emmanuel Salasque. Bonjour, vous m'entendez bien? Bon. Au départ, je ne voulais pas faire un roman d'anticipation, je n'avais même pas songé, je n'en ai quasiment jamais lu, ce n'est pas du tout quelque chose que je maîtrise. Je voulais raconter cette histoire de famille et l'histoire de ce lieu que j'ai créé à partir de deux vallées différentes, une qui est dans les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, et une qui est en Haute-Savoie, donc que j'ai mêlé l'une dans l'autre. Et l'histoire de cette famille, et en particulier de cette sœur, Clémence. Et j'avais besoin, pour pouvoir structurer mon récit, que Clémence disparaisse au moins 20 ans. Finalement, je l'ai fait disparaître 30 ans. Par contre, on ne sait pas si elle est partie de la vallée. Elle y est peut-être restée. Et je me basais sur... Je n'ai fait que raconter des choses qui existent déjà. Et je me basais sur une catastrophe qui s'est réellement passée et les moyens qu'on utilise aujourd'hui pour la prévenir, cette catastrophe, avec notamment des moyens techniques assez impressionnants et je trouve poétiques, et notamment une échographie du glacier, tout un tas de sondages et tout un tas de purges de ce glacier. Et je ne me voyais pas transformer ces éléments techniques qui sont déjà assez difficiles à décrire pour 20 ou 30 ans auparavant. Il fallait que je me cale sur les dates d'inquiétude d'aujourd'hui de ce glacier, qui ont commencé dans les années 10 à peu près à être de nouveau inquiétantes, les données du glacier. Et je me disais, alors comment je fais? Parce que si je faisais l'impasse sur cette disparition, je n'allais pas raconter la même chose, puisque quand Lucie retrouve Clémence, ou Clémence retrouve Lucie, il était intéressant pour ce que j'avais à raconter qu'elles aient au moins 50 ans, pour qu'elles n'aient plus, par exemple, la possibilité d'avoir des enfants et qu'elles soient dans la deuxième partie de leur vie, on va dire.
Et alors, je me suis dit, bon, si je ne change pas les dates du glacier, on se retrouve dans les années 50. Comment je vais faire ? Et il se trouve qu'à ce moment-là, je voyais déjà apparaître des signes moi, j'appelle pas ça une écologie, j'appelle ça une fausse écologie. C'est-à-dire, on fait semblant d'être écolo, mais on garde le même système économique, donc d'exploitation du vivant, etc. Donc ce côté-là, et un autre côté de l'écologie qui n'a pas de rapport avec le monde libéral, mais qui me pose d'autres problèmes, qui est une écologie, on va dire, d'extrême droite, avec interdiction des avortements, etc. Et puis certains groupes écologistes qui se clivent, enfin que je trouve qui clivent beaucoup de choses, comme par exemple certains véganes extrêmes qui rejettent complètement le monde paysan. Donc c'est ce que moi je trouve être des dérives de certaines formes d'écologie, ça m'intéressait d'en parler. Alors je me suis dit, tiens, si je situe mon roman dans les années 50, je vais pousser tout ça un peu plus loin et je vais voir ce que ça peut donner. Je ne savais pas, parce que le livre, il a été... Bon, j'ai mis très très longtemps à l'écrire, mais il a été fini à peu près vers le mois de mars-avril. Pour une rentrée de septembre, c'est le moment où on doit rendre les manuscrits. Et je n'avais pas lu le dernier rapport du GIEC et je m'étais dit, oh là là, j'ai pas poussé le bouchon assez loin. En fait, c'est pire que ce qu'on croyait. Et puis, entre-temps aussi, il s'est passé ce qu'on a tous connu, c'est-à-dire la pandémie. Et ça m'arrangeait bien de pouvoir parler de cette pandémie. Enfin, évidemment, c'est pas la première, mais c'est la première qui nous concerne plus directement. De façon passée. Voilà, ça me permettait de faire un faux recul sur cette pandémie, parce que je ne me voyais pas finir d'écrire le livre sans l'évoquer, et encore moins l'évoquer au présent. Donc, et puis en plus, je voyais se construire, parce que moi j'avais mis un parallèle entre la tentative de contrôle du glacier, de débordement du glacier, et celle de Clémence. Et je voyais apparaître de plus en plus une tentative de contrôle de la nature, des excès, pour pouvoir sauvegarder le peu qui nous reste de vivant et de climat à peu près potable. Et donc j'avais comme une troisième écho à ce que je voulais raconter, c'est-à-dire la peur et la tentative désespérée de contrôler quelque chose qui nous échappe. Donc ça m'a bien arrangé finalement, cette anticipation. Voilà. Je suis désolée, j'étais un peu longue. Non, c'est ce que vous questionnez, parce que jusqu'à le fameux contrôle de la nature, contrôle du glacier, parce qu'effectivement la peur d'à nouveau une catastrophe, le contrôle en 2050 de toute la nature parce qu'il y a une catastrophe possible écologique, et puis le contrôle aussi de la nature humaine et l'autre nature, parce que c'est aussi ça, c'est votre livre questionne toutes les façons qu'on a eu de maîtriser notre propre corps, maîtriser aussi la grossesse, la possibilité aussi d'être enceinte ou pas, parce que finalement la naissance de ces deux jumelles, Lucie et Clémence, sont dues à la procréation. Ça commence par là, et cette fameuse procréation qui fait dire aux psys, à la mère et à la famille, parce que c'est ça le cœur aussi de ce malaise et de cette peur, que si la deuxième née, Clémence, ne va pas bien et est dans cette insécurité et cette peur depuis l'enfance, c'est certainement à cause de cette procréation. Vous démarrez là la fameuse maîtrise ou le contrôle d'absolument tout de l'homme depuis tout le temps. Est-ce que c'est aussi ça que vous questionnez, ce contrôle-là ? Oui, bien sûr, je le questionne. Vous voulez dire la procréation médicalement assistée, hein ? Je ne pense pas que ça s'origine là, par contre. Je pense que ça s'origine bien en amont, qu'il y a un peu de psychogénéalogie dans tout ça. J'ai vu dans le programme que demain, il y a une rencontre autour de ces notions de psychogénéalogie, là. On est dans les mêmes questionnements, puisqu'il y a eu cette catastrophe à la fin du 19e siècle qui a énormément marqué les esprits comme quelque chose d'incontrôlable, et de très mystérieux. À l'époque, on parlait des mystères des glaciers, or ça n'était pas complètement incontrôlable. Donc, par exemple, cette procréation médicalement assistée qui fait que les parents se retrouvent avec 2 enfants au lieu d'un, et qui donc va perturber énormément la relation de Clémence à sa mère.
Lucie, par exemple, la narratrice, elle a une autre hypothèse. Elle dit que peut-être que sa sœur est en colère comme ça, qu'elle est née en colère et que c'est pas forcément cette relation-là. Peut-être que c'est l'accouchement lui-même qui a été fini de façon brutale avec une expression abdominale. Voilà, il y a plein d'hypothèses d'où vient l'inadaptation de Clémence, puisqu'elle elle a une maladie psychique, on ne sait pas laquelle, elle est inadaptée. Enfin, elle est en colère et elle essaie de tout contrôler, elle aussi. Alors il y a Lucie au centre, cette Lucie, narratrice, qui elle n'a pas du tout quitté la vallée, qui s'est construite autour de ses parents, qui a tenté de créer une famille, mais qui finalement s'installe là dans cette grange foraine. Est-ce que vous pouvez juste nous dire ce que c'est qu'une grange foraine? C'est important, hein, le niveau d'altitude où elle se trouve. Alors Lucie, elle n'est pas partie, mais elle s'est mise à l'écart, puisque justement, elle réhabilite une grange que lui a donnée sa mère. Alors ça a énormément d'importance puisque c'est lié avec, c'est un lien avec la catastrophe. Alors qu'elle change de flanc de vallée, si vous voulez, parce que les parents ont vécu du côté épargné par la lave. En fait, ce glacier, quand il va lâcher son eau, s'il lâche son eau, c'est pas de l'eau qui coule, c'est d'abord de l'eau et de la glace, mais comme ça entraîne énormément de terre, d'arbres, etc., ça devient ce qu'on appelle une lave torrentielle. C'est la même densité qu'une lave volcanique, sauf que c'est sombre. Et donc, elle a vécu avec ses parents sur le côté épargné par la lave, mais la grange a été bordée par la lave et supposément dans le trajet de la nouvelle lave, s'il y en a une. Donc, elle s'est mise à l'écart. Elle n'est pas partie bien loin, mais elle s'est mise à l'écart. Et en fait, forain, c'est dans le sens de étranger au village. Les granges foraines, ce sont des granges qui sont ni dans un hameau, ni dans un village. C'est un terme qui est utilisé dans plusieurs endroits, mais essentiellement dans les Hautes-Pyrénées, dans ce sens-là, dans ce sens de étranger au village, déconnecté du reste. Ce sont des granges où il n'est pas possible de mettre des réseaux, par exemple, ni électriques, ni d'eau, ni de chemin, etc. Et ce sont des granges d'altitude moyenne au niveau des pâturages. On appelle ça des granges de mi-estive, c'est-à-dire de printemps et d'automne. On n'est plus en hivernage, on n'est pas encore... Par exemple, il y a encore de la neige sur les pâtures en haut, aux estives, donc on s'arrête à cette moyenne altitude qui est aux alentours de 1500-2000. Et je crois que ça correspond en Suisse au Mayen, au chalet. Voilà, au chalet Mayen, c'est comme ça qu'on dit. Moi, je dis Mayenne, mais je ne sais pas. Voilà. Donc, du coup, ça fait que Lucie, elle est un peu à l'écart, mais surtout, elle est entre le glacier, donc le danger, et le fond de la vallée, qui est à peu près à 1000 mètres, où il y a des thermes, donc de l'eau qui fait du bien. Donc, elle est entre l'eau menaçante et l'eau qui fait du bien. Elle est entre le haut et le bas, sauf qu'elle, elle se sent plus en sécurité en haut. Elle est dans un endroit effectivement d'antre, comme ces saisons d'attente, comme l'attente elle-même, parce que Lucie représente l'attente de cette alarme, l'attente de ce glacier qui pourrait lâcher à nouveau son eau et l'attente de sa sœur depuis longtemps pour qu'elle revienne. C'est cette attente-là, cette espèce d'inertie qu'on ressent malgré l'eau qui coule autour d'elle, malgré la nature qui bouge aussi, et puis cette sœur qui va revenir. Ce choix je disais tout à l'heure, une qui reste et l'autre qui part, même si elle ne part pas loin, ça aussi, ça résonne à toutes ces familles où on a dans les enfants, certains qui décident de partir, d'autres qui restent. C'est intéressant de voir effectivement sur la même famille, l'une des filles qui s'en va et l'autre qui reste. On voit les deux tempéraments possibles. Oui, il y a ces mêmes questionnements dans les livres de Pierrick d'ailleurs. On va y venir. Et je repense au livre précédent qui s'appelait Les enfants des autres, c'est ça? Oui. Et où il y a un côté fantastique, c'est-à-dire indécidable. On n'arrive pas à savoir exactement qui est qui, est-ce que les enfants ils sont de qui, etc. Et entre ces deux sœurs jumelles, il y a un côté comme ça que je n'avais pas
dont je n'avais pas conscience, en fait, d'un côté un peu indécidable, d'une autre façon que dans le livre de Pierrick, mais ça revient exactement au même. C'est lors de rencontres comme je suis en train de faire là, tout le temps, il y a au moins une personne dans le public, mais en général plus qu'une, qui me renvoie le fait que finalement Clémence et Lucie, c'est une seule et même personne. Alors que je ne l'ai pas du tout conçu comme ça, et d'ailleurs tellement pas que ce livre, il a eu énormément de versions, il a eu une 40aine de versions, il a eu même des versions sans anticipation, et il a eu des versions où Clémence n'était pas une sœur mais un frère. Ce qui fait que c'est pas du tout, parce que Clémence, elle est très très violente, etc., mais c'était pas du tout la même forme de violence, c'était pas du tout la même chose. Donc moi j'ai vraiment construit comme deux personnages différents, avec un autre personnage qui répond à ces deux, c'est le personnage de la mère. Et alors, je me suis beaucoup interrogée, du coup, depuis quelques mois, sur cette chose étrange, fantastique, en fait, où on me dit, mais c'est comme si c'était une seule et même personne, par rapport à la gémellité, bien sûr, mais ça ne suffisait pas. Et j'ai compris ce que j'ai dû mettre sans vraiment y réfléchir. C'est parce que je crois que j'ai mis un peu de moi dans les trois personnages féminins. Parce que pour construire Lucie, c'était assez facile, surtout que c'est la narratrice. Bon, je me suis dit, je me base sur moi, je me fais en mieux, quoi, et tout. Et voilà, et puis bon, quelques petites choses différentes, bien sûr. D'autant que c'est une autre génération. Donc voilà, c'était assez facile. La mère aussi, puisque... Eh bien, la mère, elle est de ma génération, puisqu'elle a 50 ans aujourd'hui, qui est le passé dans le livre. Mais pour le personnage de Clémence, puisque j'avais un garçon à un moment donné, voilà, je ne m'étais pas projetée, j'avais pris d'autres modèles. Et là, à partir du moment où j'ai décidé d'en faire une fille, eh ben, je me suis projetée aussi. Et j'ai projeté énormément de choses, en particulier de mon enfance, où moi j'étais quand même une petite fille un peu étrange à l'époque, et je me suis rendu compte que je suis passée pas très loin de certains troubles. Je vais pas développer là, on n'a pas le temps, mais et alors voilà, j'ai uniquement cette explication en me disant que j'ai dû emprunter des choses de moi, et qui fait que forcément il y a un lien autre que celui de la gémellité, hein, parce que je comprends bien que la gémellité on peut voir comme ça, comme deux pôles, mais voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose pas que je n'en avais pas complètement conscience, parce que sinon, j'aurais pas écrit, mais je l'avais pas conçu comme ça. Voilà. Quelque chose qui transpire dans le livre et qu'on ressent, et d'autant plus que vous questionnez la folie, et je vais même plus loin. On se dit même à un moment, et voire peut-être même jusqu'à la fin, que Clémence peut-être n'existe pas et qu'elle n'existe que dans la tête et dans l'imagination de Lucie, que la folle, c'est peut-être Lucie. Tout dépend d'ailleurs quelle définition on pourrait mettre à folie. On est tous le fou de l'autre, on est tous différents de l'autre aussi. Allez-y. Oui, on peut évidemment, si on emprunte le terme folie, on peut dévier longtemps, mais j'ai quand même parlé de cette réalité qui est la maladie psychique, et de l'écho que ça fait sur les fratries et les parents, etc. Et de la souffrance, surtout que c'est pour le malade. Donc on est tous un peu le fou de l'autre, et bien sûr, surtout du point de vue de, par exemple, celui qui a une maladie psychique et qui est dans le déni ou là dans la dénégation, et qui nous renvoie, qui dit mais non, c'est toi le fou, etc. Mais on n'est pas dans la même souffrance, et on peut travailler, par exemple. Oui, et puis il y a d'autres choses. Il y a aussi la vallée, et puis il y a la drogue et la réalité aussi dans ces coins de France aussi, avec la drogue qui circule, le tourisme, etc. On reviendra sur d'autres choses, et notamment sur la vieillesse, et le choix d'avoir choisi des personnages qui ont 50 ans, et le regard qu'on porte aussi sur le temps qui passe. Pierrick, il y a beaucoup de choses qui font écho à votre livre. On est là
là pour le coup dans les années 2000, dans la petite commune de Saint-Claude, dans le Jura. Émeric, votre narrateur, croise Florence lors d'un concert. Elle a 15 ans de plus que lui, elle est enceinte, il n'y a pas de père. Et ils vont débuter une histoire ensemble. Il va l'accompagner sur la fin de sa grossesse, l'accompagner à l'accouchement, il sera présent à l'accouchement, il sera là au début de la vie de l'enfant qui va naître, qui s'appelle Jim. Mais lui n'a pas choisi le prénom, c'est important, on reviendra sur ça aussi. Et il va apprendre à devenir père. Une distance d'abord, puis une gêne, et puis petit à petit, il va s'autoriser à être le père de cet enfant, tout en sachant, et c'est ce qui est important dans votre livre, qui est moins dans la tension que le livre d'Emmanuel Salas, qui est plus dans la sensibilité, j'ai envie de dire plus une légèreté, parce qu'il y a beaucoup d'ironie, d'autodérision. Il se moque un peu de lui, ce narrateur, sur ce côté un peu d'homme sensible qu'on dit très gentil. Florence lui dit mais toi tu es un homme gentil, et lui se dit mais ah bon, mais je préférerais peut-être être moins gentil. Tout passe un peu sur lui, il se laisse comme ça emporter dans ses histoires. Il y a un équilibre qui va se faire entre ce trio-là, cette famille, et on sait très bien que cet équilibre peut être complètement cassé le jour peut-être du retour du père biologique. Je le raconte comme ça, mais ce livre, pareil, ce narrateur a 50 ans et en fait il raconte son histoire à rebours, parce que c'est une cinquantaine d'années qu'il a quand il raconte cette histoire à rebours, et on sait que l'équilibre va être bousculé. Qu'est-ce que vous vouliez raconter à travers ce livre? Est-ce que c'était la paternité ou peut-être cette sensibilité que l'on raconte peut-être assez rarement chez les hommes? Oui, c'est vrai qu'il y a une menace, comme chez Emmanuel, c'est pas une menace naturelle, physique, mais humaine, puisque, comme vous l'avez dit, la construction familiale au départ est très étrange. Et moi, ce que je voulais raconter, je le savais pas quand j'ai commencé le livre, mais je pense que c'est mieux de pas le savoir, voire de jamais le savoir. Mais il se trouve que pour ce livre, à un moment donné, j'ai compris. Donc, ou à un jour où finalement, peu importe ce que je faisais, mais j'ai compris que c'était. Au début, j'ai eu une idée de situation, d'histoire, qui est celle que vous avez énoncée, et qui est donc l'histoire d'un jeune homme qui va devenir plus ou moins père d'un enfant qui n'est pas le sien. Et puis j'ai développé toute cette histoire avec sans vraiment réfléchir d'où elle venait. Et un jour, j'ai compris que c'était tout simplement une histoire de beau-père, l'histoire d'un enfant qui avait grandi avec une mère et deux figures paternelles. Et puis je me suis dit, tiens, comme c'est drôle, c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc ça m'a rassuré. Je me suis dit, bah tiens, cette idée, elle n'est pas si artificielle que ça. C'est pas toc, quoi. C'est pas. Et je me suis dit que ça avait peut-être du sens de l'écrire, quoi. D'autant plus de sens de l'écrire que j'avais peur au début que c'était juste une idée de roman un peu loin de moi. Et du moment où j'ai compris qu'en fait il y avait des racines très personnelles, très intimes, je me suis dit, voilà, le livre s'est imposé, quoi, est devenu nécessaire. Est-ce que ce que vous questionnez du début jusqu'à la fin, c'est la place? C'est quelle place on a? La place dans la société, la place sociale, la place dans la famille, la place aussi en termes de lieu. Voilà quelqu'un qui a bougé. Cet homme s'est déplacé en suivant toujours un peu suivant les femmes, finalement. C'est un homme qui suit les femmes, qui a une amoureuse très jeune au collège. Il va la suivre comme ça à l'université. C'est elle qui décidera de se séparer, donc il prendra un autre chemin jusqu'à ce qu'il trouve sa propre place et son choix à lui, d'ailleurs en retournant dans le Jura. Est-ce que cette question de place a été quelque chose d'assez fondamental pour ce livre? Oui, c'est juste, et puis ça continue à l'être dans le récit, puisque l'événement qui propulse l'histoire dans quelque chose que moi je qualifie de mélodrame, et où là je pense vraiment il y a une tension dramatique, quoi. C'est que sa place va être remise en cause, sa place de père, de beau-père, alors moi je l'appelle un moment parrain,
quoi. Il y a même une cérémonie d'intronisation un peu. Mais après, la question, il y a quelque chose aussi qui est assez proche de ce que disait Emmanuel sur la question des allers-retours et de l'ancrage. Je trouve que tous les deux, on écrit sur des lieux qui nous sont très familiers, soit qu'on y habite, qu'on y est né, ou qu'on les connaît bien, ou qui ressemblent à des endroits qu'on connaît bien. Et moi, c'est le Jura, et c'est vrai que je suis un peu moins voyageur que toi, puisque c'est un peu le Jura depuis le début. Je suis peut-être un petit peu monomaniaque avec mon Jura, mais bon, c'est plus simple. C'est là-bas que je suis né, que j'ai grandi, que je continue à vivre. Voilà, ça vient de manière un peu évidente, puis j'ai pas l'impression d'avoir fini, donc je crois que j'en ai encore d'autres à faire sur ces coins-là, et c'est un endroit que j'ai commencé par ne pas questionner, puisque comme tout le monde, j'ai pas questionné l'endroit où je suis né. C'était évident, c'était ça. Même le reste du monde n'existait pas. Quand on grandit, on se rend compte que voilà, et puis peut-être qu'on veut quitter le monde des origines, et puis certains s'inventent ailleurs. Dans un endroit très différent, changent de culture, de milieu, de ville, de pays. Et puis d'autres, parmi ceux qui partent, ressentent parfois le besoin de revenir, et c'est exactement ce qui arrive à Émeric, mais aussi à Florence, même de façon plus spectaculaire à Florence. Et puis c'est un peu ce que j'ai vécu. Donc, la place et le rôle aussi, parce que vous dites à un moment donné, je n'ai pas réussi à jouer mon personnage, et aussi l'histoire de mensonge dans cette histoire. Il y a ces deux mots qui m'ont marqué, qui m'ont frappé, le rôle qu'on joue dans la vie, souvent, et des histoires qui sont parfois basées sur le mensonge. Ça, c'est deux choses peut-être différentes dans l'histoire, mais la question du rôle, c'est que le narrateur, on le saisit assez jeune. Au début, il a 20, 25 ans. Le livre court sur une trentaine d'années, donc il va vieillir, mûrir du coup. Mais au début, d'autant que c'est pas quelqu'un de très décidé, qui sait vraiment où il va et qui se laisse un peu porter, comme vous l'avez dit. C'est vrai que comme en suivant les autres, et des femmes en l'occurrence, il se retrouve à vivre des situations qu'il n'a pas du tout anticipées, qu'il n'a même pas désirées. Il se retrouve propulsé à son corps défendant dans ces situations. Et au début, avant d'assumer, avant d'incarner peut-être vraiment avant de vraiment prendre une place auprès des autres, il se cherche, et ça passe probablement par une forme de jeu encore qu'il n'est pas tellement... Je ne pense pas que ce soit sa nature de jouer, mais comme il n'arrive pas à être vraiment au premier degré dans les faits, dans les situations, il a déjà de lui-même un regard sur lui-même, un regard un peu distancié, et je pense qu'il craint de jouer, ou de pas tenir le bon rôle, quoi. Et mais c'est finalement quand on arrête de se questionner qu'on est là où il faut être, quoi. Et puis c'est le rapport au père aussi, parce que je voudrais qu'on parle de filiation, et là avec vous deux, parce qu'il y a une histoire de femme chez vous, Emmanuel Salasque, avec cette mère. Le père est là, mais le père alors les parents sont fermiers, le père s'occupe beaucoup de ses vaches, peut-être même plus d'ailleurs de ses vaches que de ses enfants, et la mère est là, et avec ses deux filles. Vous faites vraiment ce trio-là qui est important. Et vous, Pierrick, il y a un rapport au père. Et lui, en devenant père, se compare ou a peur même de ressembler à son propre père. Il y a des scènes comme ça où il apprend des choses à son fils, où il va dans l'atelier du beau-père et il se rappelle lui-même les gestes qu'a fait son père. Il y a une espèce d'imitation. Et vous parlez de la ressemblance. On a envie que nos enfants nous ressemblent. Mais parfois ça nous fait peur. Il faut qu'ils nous ressemblent totalement ou pas du tout. Vous parlez de cette fameuse filiation qui inquiète ou qui rassure. Il navigue entre les deux, votre narrateur. Il y a une espèce de là encore, de besoin de se positionner, ou alors de s'éloigner totalement. On sent bien qu'on cherche un peu là aussi sa place.
Oui, mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas choisi ce statut au départ. Il n'y a pas eu de désir et qu'il n'est pas finalement le vrai père de l'enfant. Mais il s'en étonne plus que... Je pense qu'à un moment donné, il se rend compte, puisqu'il vit les choses sans les anticiper, il s'étonne de réaliser que finalement, il est en train de vivre exactement ce que lui a vécu avec son père. Et il a pas forcément une position de rejet très, très dure, mais il se trouve que comme Jim, Emmerich a aussi connu une enfance dans la nature, à la campagne et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas 1000 façons de grandir quand on est un garçon. Et la petite différence, c'est que la génération d'Emmerich, néanmoins, questionne ces clichés de jeu, de comportement, de relations avec l'enfant, ce qui n'était peut-être pas le cas de la génération d'avant, mais pour autant, il ne la refuse pas, quoi. Et le cliché du père, en tout cas, on veut couper avec l'image du père qui bricole, etc. Oui, c'est ça, et en même temps, c'est comme ça que ça se noue au départ, mais ça se noue pas que du fait d'Emmerich, mais aussi de Jim, puisque c'est Jim qui va apprendre c'est un détail dans le livre, mais qui va apprendre à Emmerich à s'intéresser au foot, alors qu'Emmerich, lui, n'en a rien à faire, n'y connaît rien. Jim joue au foot, et Emmerich se met à s'y intéresser. Donc ça se passe dans les deux sens, et même, voilà, c'est pas forcément très émancipateur, c'est pas très original, mais voilà, ça se passe comme ça. Vous questionnez tous les deux, là je vous la pose à tous les deux, la question, mais la difficulté d'être parent finalement, parce que c'est aussi ça, c'est qu'est-ce qu'un bon parent, qu'est-ce qu'une bonne mère, qu'est-ce qu'un bon père. Mais oui, non, voilà, c'est idiot comme question, mais c'est aussi là au centre de vos livres. Qu'est-ce qu'on fait, comment on gère le fait d'être parent, l'un et l'autre, dans des histoires très particulières. Oui, vous avez dit tout à l'heure que le père s'occupait peut-être plus de ses vaches. En réalité, quand on est confronté à un handicap, quel qu'il soit, enfin une très grande difficulté à vivre, souvent il n'y a qu'un parent qui va prendre en charge cet enfant-là, et l'autre, c'est souvent la mère et l'autre qui fait autre chose, c'est souvent le père, mais pas toujours. Mais c'est rarement les deux. Puisque c'est tellement difficile que souvent, il y en a un qui se sacrifie, entre guillemets. Mais là, du coup, la difficulté à être parent est multipliée par le handicap, mais au final, c'est la même. Et là encore, c'est des lecteurs qui me renvoient les choses, et il y a des lecteurs qui ont associé ce livre-là, Orgel, à 2 autres livres que j'ai écrits, qui sont Lignée Fils, qui était un premier tome d'une trilogie autour de la relation de l'homme et de l'eau, et Le Tiroir à cheveux, qui est beaucoup, beaucoup plus vieux, où il y a ces difficultés-là d'être parent. Et dans Le Tiroir à cheveux, c'était lié à une autre forme de handicap. Et je m'étais dit, comment on fait pour... Il se trouve que le bébé du tiroir à cheveux ne répond absolument pas aux sollicitations. Il est complètement horizontalisé et il n'a pas de communication. Et comme je suis sûre que l'instinct maternel n'existe pas, là je ne me pose même pas la question, je sais qu'il n'existe pas, mais que c'est le bébé qui fait la mère, ou l'enfant qui fait peut-être un peu plus tard le père, sachant que d'ailleurs le père et la mère peuvent être tenus par pas forcément un homme et une femme. Hein. Mais bon, on va rester dans le truc traditionnel. C'est l'enfant qui fait le parent, c'est pour ça que c'est pas nécessaire qu'il soit biologique, mais bon. Mais c'est une relation maternante. Comment être mère d'un enfant qui répond pas, puisque c'est la sollicitation du bébé qui nous crée. Donc je m'étais posé cette question et je m'étais dit, tiens, si je partais de mes propres difficultés, puisqu'à l'époque j'en avais, et que je les multipliais. Voilà, et j'ai réussi à écrire le tiroir à cheveux qui raconte une histoire qui a réellement existé mais qui n'est pas la mienne, comme ça. Et en fait, cette difficulté-là, je l'ai retravaillée dans Lignée Fils et je l'ai complètement investie dans Orgel. Mais là aussi, j'avais oublié que j'avais déjà réfléchi à tout ça. Donc, la difficulté d'être parent, pour moi, elle est universelle.
Et puis après, il y en a qui la surmontent et d'autres qui la surmontent pas. Mais je ne crois pas au fait qu'on a un enfant, allez, ça y est, on est parents comme ça, par magie. Voilà, je ne crois pas. Déjà, on le découvre quand on devient parent. On découvre que c'est très difficile, comme un peu tout. Mais moi, c'était mon livre d'avant dont tu parlais, Les enfants des autres, dans lequel j'ai condensé tout ce qui était difficile, douloureux. Et j'avais fait un peu une compilation, quoi. Après, j'avais écrit un livre, c'était une histoire, un roman, mais j'avais utilisé que ça, que vraiment la dimension très épuisante, très, très déstabilisante là, pour le couple, pour soi-même, pour les projets d'avenir, pour des trucs encore plus basiques, la fatigue, voilà. Et quand ce livre a paru, il y a des personnes qui l'ont pris un peu trop au sérieux et qui m'ont dit « Ah bon, mais c'est si dur que ça pour toi, je savais pas. » Et je dis « Non, mais c'est un roman, hein, je n'allais pas dire aussi « Non, mais je les aime quand même, et tout ça, quoi, toutes les 2 pages, quoi, c'est pas... » Et néanmoins, dans ce nouveau livre-là, j'avais envie de proposer une vision plus heureuse de la paternité et moins conflictuelle. Le conflit vient d'ailleurs, mais la relation d'ailleurs même celle entre la mère et l'enfant, mais la relation entre le narrateur et l'enfant est plutôt... Voilà, on est plutôt dans presque le cliché de l'enfance à la campagne, dans un climat un peu harmonieux, tout ça. On va pêcher avec l'enfant. On va pêcher, on apprend à tailler des flèches pour jouer aux Indiens, et puis on se balade en tracteur sur les chemins. Et c'est pas l'enjeu. Par contre, la difficulté d'être parent me semblait pas l'enjeu de ce livre-là. On va revenir sur la nature qui est essentielle dans vos livres, comme je le disais. Et effectivement, il y a ce retour à la nature, il y a cette installation dans la nature 2 fois, doublement. Hein. Il y a le retour en famille dans la maison des parents de Florence. Et puis après, il y a un autre retour où il y a un plus grand isolement, où on reconstruit, on retape une maison dans le Jura. Mais juste pour rester sur ce côté familial, puisque ça s'appelle le lien familial, cette rencontre aussi, cette question de l'amour. C'est vous qui écrivez, Emmanuel Salasque. Je doute encore de mon amour pour elle. Je ne me demandais pas si je l'aimais, mais si j'étais obligée de l'aimer juste parce qu'elle était ma sœur, juste parce qu'elle avait besoin de moi. Une vraie question, finalement. Est-ce qu'on aime quelqu'un juste parce qu'elle est notre sœur ? Et là, encore une fois, est-ce que le lien, simplement le lien biologique, fait qu'on aime la personne ? Et la vraie question, est-ce qu'on l'aime vraiment et pour quelles raisons on l'aime ? Et ce sont des vraies questions, je trouve, que vous posez l'un et l'autre dans vos livres. La question dans Ourgel, elle se pose d'autant plus que c'est pour ça qu'elle dit est-ce qu'il faut que je l'aime parce qu'elle a besoin de moi ? C'est que quand on doit s'occuper d'une personne malade, alors sachant que dans cette histoire que je raconte, Clémence, comme beaucoup de psychotiques, elle a d'abord essayé de s'auto-médicamenter avec des drogues dures. Donc, en plus, il y a cette histoire d'addiction. Donc, quand on s'occupe de quelqu'un qui a de telles difficultés, cette question d'inquiétude, de peur, de soin, elle prédomine et ça crée d'autres liens qui parasitent le premier lien. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en gros, on commence à se poser la question de mais est-ce que je l'aime parce que je m'occupe de lui ou d'elle, ou est-ce que je l'aime tout court ? C'est compliqué. Ça crée ça doit créer d'autres liens de dépendance que les liens familiaux premiers. Et c'est vrai qu'on se pose la question de comment ça se fait qu'à partir du moment où c'est de la famille, on aime les personnes. Et là, je retourne ce que je viens de dire, je le mets dans l'autre sens. Est-ce que c'est pas parce qu'au départ, on doit être solidaire ou s'occuper, par exemple, en tant que pour les parents de leur enfant, est-ce que c'est pas de là que naît l'amour ? Et du coup, c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas où ça commence, où ça finit. Et oui, est-ce qu'on est obligé d'aimer quelqu'un de sa famille ? C'est une vraie question dans ce roman-là. La dépendance et la dette aussi
à payer. La nature. Pierrick, je vais vous demander de lire un petit extrait, si ça vous dit. C'est le retour justement, c'est en tout cas l'installation à la maison où on commence un peu à vivre à l'extérieur. Vous voyez cet extrait-là. J'aimerais bien que vous lisiez un tout petit extrait pour qu'on voit. Ouais, là, voilà, un peu plus. Et puis après aussi. Les Hautes-Combes, Belles-Combes, les Trois Cheminées. Il faut peut-être que je clarifie un peu les choses, car je comprends qu'on puisse s'en mêler les pinceaux. Les Hautes-Combes, c'est un vaste domaine skiable à plus de 1000 mètres d'altitude, qui englobe une petite dizaine de communes. Belles-Combes est l'une de ces communes, et les Trois Cheminées, un hameau de la commune de Belles-Combes. Voilà qui est posé. C'est tout ? Ah non, je continue. Le vrai changement concerne... C'est vrai que je me disais que c'était un peu froid. Le vrai changement concernait surtout notre mode de vie. Maintenant, on était toujours dehors, et ça voulait dire toujours debout, toujours en action. On avait toujours des tas de trucs à faire, casser le petit bois pour l'hiver, ranger l'atelier, sortir le vieux tracteur rouge Macéaris du grand-père, dont j'ai remplacé toutes les bougies et auquel je donnais 2-3 coups de clé. L'engin a redémarré impeccable, là j'étais fier de moi. Je prenais Jim derrière ou sur mes genoux et on taillait dans les chemins, et on n'avait rien à transporter de spécial, mais on adorait ça. Pour tout ce qui tournait autour du tracteur, j'associais le môme. Rien que pour faire le plein d'essence, je l'attendais, même s'il se contentait d'ouvrir et de reboucher le jerrycan, c'était toujours ça de fait. Il fallait faire, oui, c'était ça. On ne se plantait jamais devant la télé comme à Saint-Claude. On se trouvait toujours des tas de raisons de bouger. On s'inventait de nouveaux projets, comme la fois où je me suis piqué d'installer une douche extérieure derrière la maison, en branchant un tuyau en zinc directement sur le chauffe-eau et en ajoutant un mitigeur. On a passé l'été à se laver en plein air, avec vue dégagée sur les pâturages. On s'est même amusé à faire un potager autour de la baraque. Il a fallu le clôturer à cause des sangliers et des blaireaux. À cette altitude, ce n'est pas évident de faire pousser des légumes, mais on a quand même eu des courges, des courgettes, des poireaux, des betteraves, des haricots. On se baladait beaucoup en forêt, on partait tous les deux et on fabriquait des flèches avec des branches de noisetier. Je lui apprenais à tailler une pointe fine à l'avant et une double encoche à l'arrière pour glisser des plumes de buse, de corbeau ou de faucon cresserelle. Il en voulait toujours plus, des dizaines de flèches, de quoi remplir plusieurs carquois. Il poussait des cris d'Indien en tapant sur ses lèvres du bout de la main et me disait qu'il aimerait bien avoir un cheval, mais qu'en même temps, il avait peur des chevaux. Il s'imaginait qu'avec son arc et ses flèches, il pourrait tuer un grizzly, et il me demandait si j'en avais déjà tué, et je lui répondais qu'il n'y avait pas d'ours dans le Jura. Il me demandait si j'avais déjà attrapé des poissons à la main dans la rivière, et j'hésitais à lui mentir. Et finalement, je lui disais que j'avais attrapé beaucoup de poissons dans ma vie, mais jamais à la main, toujours à l'aide d'une canne à pêche. Je voulais ces extraits parce que je trouvais que ça montrait aussi cette façon de vivre différente finalement. Le simple fait de dire, là on ne regardait plus la télé, mais on faisait d'autres choses. Et sur ces exemples très concrets, très pratiques, des actions qu'on fait avec l'enfant, finalement ça montre aussi tous les souvenirs qu'il peut y avoir, souvenirs d'enfance ou souvenirs concrets quand on vit dans ce coin de campagne, quand on choisit ce mode de vie. Ça c'est aussi une grande partie de ce livre-là, de montrer une autre façon de vivre. Autre façon pour ceux qui vivent en ville. Oui, peut-être pour ceux qui la vivent pas, mais pour moi, c'est pas une autre façon de vivre, c'est plutôt la façon dont j'ai grandi. Et puis, ça ressemble presque un peu à la façon dont grandissent mes enfants. Et en l'occurrence, c'est la façon dont grandit l'enfant dans le livre. Mais donc je ne saurais pas vous dire en quoi elle est autre, mais c'est vrai qu'elle est probablement caractéristique de l'endroit où grandissent, où ont grandi d'ailleurs les trois personnages, puisque à ce moment-là, ils retournent vivre dans la maison qui serait la maison familiale de Florence, qui est la mère de Jim. Et Florence en est partie, et elle en est partie... Il y a quelque chose aussi qui fait écho avec ton livre. Elle en est partie de façon assez rageuse. Elle a rejeté son milieu, elle a rejeté ses parents violemment. Et presque aidée par ses parents qui étaient paysans comme dans ton livre, mais qui eux n'ont pas voulu transmettre leur héritage. C'est le cas dans les... Je trouve qu'aujourd'hui, les paysans n'ont que des grosses exploitations, mais pendant longtemps, c'était des fermes, ce qu'on appelait vraiment des fermes à l'époque. Et je pense que il y a eu une génération, peut-être la dernière génération de ce type de paysans, qui sachant, comme tous de toute façon, à quel point c'est un métier difficile, n'ont pas eu envie de transmettre la ferme familiale comme ça se faisait avant.
et qui ont plutôt poussé les enfants soit à s'émanciper, à faire des études, voilà, quoi. En tout cas, qui n'ont pas transmis ça, cet héritage-là. Et Florence, aussi parce qu'elle rejette vraiment ce que sont ses parents à l'adolescence, quand elle est adolescente. Elle part sur les routes pendant une quinzaine d'années. Elle vit avec un tailleur de pierre, donc elle sillonne la France au gré des chantiers de son ce qu'elle appelle sa vie rock'n'roll. Voilà, c'est rock'n'roll, oui, un peu sur les routes, c'est ça. Ouais, ça dure une quinzaine d'années, et bon, au moment où elle se sépare de cet homme, elle n'a pas d'autre choix que de revenir chez ses parents, et là, elle va découvrir un attachement qu'elle ne soupçonnait pas pour ses parents, et aussi pour le lieu qu'elle a quitté, qui est le lieu de son enfance, et qu'elle ne connaît pas si bien qu'on pourrait l'imaginer, et qu'elle connaît même moins bien que son fils va le connaître. Puisqu'elle n'y a pas été initiée de la même façon. C'est ça, parce qu'elle elle reviendra, mais elle repartira très loin. Et alors que Emmerich, le narrateur, lui, va redevenir ce qu'il appelle aussi un gars du Jura, un gars de la campagne. Et vous dites à un moment donné cette différence qu'il y a entre la ville et la campagne, et le regard qu'on peut avoir, les clichés qu'on peut avoir les uns sur les autres. C'est vous qui mettez en miroir un peu les uns et les autres, et un peu les clichés qu'on peut tous avoir, et le côté clivant des choses aussi. Oui, tout à fait, mais parce que Emmerich va aussi, une bonne partie du livre se passe à Lyon. Et Emmerich, quand il est poussé à quitter la cellule familiale, pour une raison que l'on ne va pas trop développer, va vivre quelques années à Lyon, qui est la grande ville du coin. Ici, je ne sais pas ce que ce serait, mais peut-être Paris. Ou je sais pas. Mais bon, quand on est dans l'Est et qu'on va vivre pour le travail la plupart du temps dans une grande ville, c'est Lyon. Et il passe quelques années sans même questionner son statut d'enfant du Jura ou de rural et tout. Et à un moment donné, lui aussi va se sentir lui-même comme un gars du Jura, et va se mettre à avoir un petit regard un peu distancié et peut-être un peu moqueur sur certains comportements citadins, mais en même temps il le fait sans méchanceté, et en sachant que de toute façon ça se fait dans les deux sens, et puis que c'est de bonne guerre, quoi. Avec tous les clichés que les citadins déversaient sur nous, on pouvait se rattraper un petit peu, non ? Oh, on avait de la marge, ils n'aimaient pas ça, les gens de la ville se faire chatouiller par les bouseux, pas plus qu'on aimait être considérés comme des arriérés par les citadins branchés. Il faut croire qu'on ne pouvait pas s'en empêcher d'un côté comme de l'autre. Effectivement, il y a beaucoup d'humour aussi dans ce que vous écrivez. La nature, Lucie, elle la connaît depuis longtemps, elle l'arpente avec sa sœur d'ailleurs, elle marche, elle randonne, elle connaît aussi cette nature grandiose, elle connaît l'eau, elle connaît la forêt par cœur. Si ce n'est quand même qu'il faut s'y confronter. C'est un paysage grandiose, mais vertigineux aussi, qui, même si on le connaît, fait peur. Et ça, c'était aussi très marquant. Encore une fois, cette peur qui est tout de même là, même quand on connaît ce paysage de montagne. Il y a une espèce d'emprise du paysage, mais c'est pas dans le premier livre où j'aborde cette impériosité et cette emprise du lieu dans lequel on habite ou qu'on traverse. Et en l'occurrence, en haute montagne, mais je crois un peu partout, mais Pierrick a aussi parlé de ça dans le livre sur son père, évidemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que ces paysages-là sont dangereux. Et on est obligé d'avoir peur pour pouvoir tout simplement marcher. Et il faut lutter aussi. Parce que les paysages que j'aborde, ce sont des paysages où il n'est pas facile d'habiter. Voilà. Donc la peur, en tout cas, dans ce livre-là, elle permet... Alors Lucie, elle ne randonne pas tellement, elle marche. Elle va à un endroit spécifique. Et... pour pouvoir monter, c'est les bergers qui le lui disent, il faut toujours garder une petite place pour la peur, sinon on prend des risques. Voilà. Et puis elle va s'installer dans sa maison, et sa maison, il y aura une vue à un moment vertigineux, et elle mettra du temps à s'installer dans ce coin de la maison parce que la vue peut presque donner le malaise. Moi
c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée. Moi, j'ai besoin d'avoir des vues comme ça, un peu spectaculaires, un peu vertigineuses, mais ça me gênait pas. Voilà, c'était quelque chose, c'était presque une habitude. Et puis, il y a des personnes qui m'ont dit, mais c'est trop vertigineux. Et je me suis dit, ah oui, c'est intéressant ça. Et alors, j'ai essayé de me mettre dans la peau de ces personnes-là, citadines ou pas, mais c'est vrai, souvent citadines, qui ne peuvent pas avoir des vues trop grandioses parce que on est médusé, on a peur aussi, c'est des endroits où c'est pas tranquille, mais on a une espèce de côté comme ça qui fascine et on est arrêté. Ce ne sont pas des paysages tranquilles. Voilà. Ce ne sont pas des paysages tranquilles, mais ce ne sont pas non plus des personnages tranquilles. Et je voudrais finir là-dessus. On pourrait encore en parler des heures parce que vos livres ouvrent beaucoup de portes, mais je voudrais qu'on parle des corps. Parce que ce sont aussi des livres où les corps sont très présents, des corps qu'on aime, qu'on regarde, qu'on photographie. Les corps des femmes qui parfois n'aiment pas se montrer ou qui aiment se montrer aussi. Et je dis ça parce qu'Aymeric aime photographier des corps, pas seulement, mais il y a quand même le corps des femmes qui sont présentes autour de lui, et de tous les âges aussi. Et je disais que vos livres étaient aussi sur la question du temps qui passe, son propre corps, puisqu'ils ont 50 ans, vos femmes et votre narrateur, ces corps qu'on désire ou qui sont repoussés aussi, qu'on connaît ou qu'on connaît mal. Les deux sœurs, Clémence et Lucie, ont longtemps vécu dans la même chambre, ont eu le temps de se voir, de s'observer, sans vraiment se connaître. Et je voudrais que vous lisiez un extrait où les deux sœurs qui se sont retrouvées alors qu'elles ont 50 ans, elles ne sont pas vues depuis 30 ans, et Lucie, qui est celle qui observe beaucoup l'autre sœur, Clémence, la découvre alors qu'elle a 50 ans avec curiosité. Elles sont parties, je crois qu'elle est partie se rechercher son livre, elle va revenir. Elles sont donc parties marcher toutes les deux, et elles vont dormir dans un refuge. Et pour la première fois, Lucie va voir Clémence s'abandonner et va pouvoir l'observer. Si vous êtes d'accord, je voudrais que vous lisiez cet extrait qui montre une proximité entre les deux et le regard que Lucie porte sur sa sœur. Si vous voulez. Hein. Je me retire la première sur l'estrade de bois, le plus loin possible de ma sœur, encore occupée à tisonner machinalement le foyer où nous avons réchauffé nos repas. Le sommier de planche est sommaire. J'essaie de trouver une position confortable dans mon sac de couchage. La lune se lève dans la lucarne. Sa lueur me touche l'épaule et me tient éveillée. Peut-être que les gendarmes ou les gardes vont apercevoir la fumée, même si à cette altitude c'est peu probable. Sinon, ma sœur n'aurait pas fait de feu. Cette inquiétude, cet espoir prennent le pas sur l'épuisement. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Clémence se couche enfin et tout mon corps se tend, puis se recroqueville. Clémence ne se couche pas. Elle tombe, elle sombre. Ma sœur, au corps si frêle, encombre la nuit. Ensommeillée, elle semble occuper tout l'espace du couchage. C'est comme si elle s'était coulée en tombant de toute sa journée sur l'estrade entière, absorbant jusqu'à mon sommeil. Me reviennent en mémoire tous ces moments, ces espaces, occupés en permanence par ma sœur, quand on ne parlait que d'elle, même quand on ne parlait plus d'elle, son emprise sur nos phrases, nos pensées, nos vies. Maintenant, c'est son corps, son petit corps là, qui prend toute la place. Ma sœur est faite d'une matière magique, épaisse et plastique, épousant la nuit, épousant tout autour d'elle. Moi compris peut-être. Je me sens d'abord agressée par cette place démesurée qu'elle prend avant de rejeter cette sensation. Je regarde Clémence, je la regarde aussi attentivement que l'obscurité me le permet. Dans ce regard, je prends une revanche. Je n'ai jamais été si près d'elle, même quand nous partagions la même chambre, sauf dans les moments où elle me tenait contre son corps,
où elle pesait de tout son poids, de toute sa force sur moi, où j'étais prisonnière et sans possibilité de réfléchir, sauf dans le ventre de notre mère. Je ne me souviens évidemment pas de ces mois cloîtrés, de notre cohabitation utérine. Je me demande si je la savais là, je me demande si elle me sentait, m'entendait, si on s'écoutait, si on se touchait à travers les poches des os, si on percevait la présence de l'autre, si on se devinait. Je n'ai jamais été si près d'elle en position de force, dans une conscience aiguisée par le silence du haut, pendant que ma sœur a laissé la sienne au bord du sommeil. Je pourrais m'échapper en glissant hors de mon sac tout doucement, en me contentant de la lune pour redescendre. Quelque chose pourtant m'en empêche. Quelque chose me retient, et ce n'est pas la peur. Ce n'est plus la peur. C'est un lien plus fort encore qui prend la forme du corps de ma sœur, mais qui n'est pas lui, qui n'est pas elle. J'entends le bruit ténu d'une cascade en aval du refuge, une résurgence musicale du torrent. Clémence entre dans le paradoxe du sommeil. L'endormissement a verrouillé son corps, les rêves se déploient sous une immobilité de surface. Ainsi verrouillée, elle est à ma merci. Je pourrais fuir, mais au lieu de ça, je la regarde vraiment, de près. Je la regarde dans l'éclaircie de la lune, maintenant couchée sur ce corps d'une présence stupéfiante. La lune l'éclaire, le découvre. C'est un corps offert, celui d'une femme de 50 ans dans lequel je ne reconnais plus ma sœur. Elle est couchée sur le côté, vers moi, elle n'a pas fermé son sac de couchage. Elle est à découvert, livrée jusqu'aux cuisses resserrées, encombrée de tatouages vieillis, des entrelacs tortueux entre lesquels ses mains refroidies ont trouvé refuge. Un peu de ventre dépasse de son t-shirt relevé. Sur ce ventre, quelques vergetures ont dessiné d'autres tatouages dans sa chair, des tatouages à l'envers plus blancs que la peau. Je regarde l'âge s'emparer du ventre de ma sœur. Je contemple sa peau mise à mal par les changements hormonaux, ou peut-être d'anciennes grossesses, une peau marquée, peignée par sa respiration ralentie. Je ne connaissais pas cette histoire, ce récit sur son corps, ces marques que sa vie sans nous a écrites sur son ventre. La musique de la cascade s'infiltre à nouveau jusqu'à nous. Je la laisse passer dans ma tête. Je l'oublie pour écouter ma sœur endormie. Plus haut, sa gorge émet un son renfrogné de rêve. Plus haut encore, sa bouche entrouverte empoigne l'air que nous partageons, le restitue à la nuit. Ses yeux s'agitent sous la protection dérisoire des paupières. Je me demande quels sont ces rêves qui la tiennent loin de moi, comme du temps de sa disparition. Cet extrait qui est très touchant aussi, je trouve, et qui est très fort dans le livre, c'est aussi une histoire de regard où on voit effectivement qu'elle l'observe, où elle a le temps de regarder sa sœur pour la première fois. Je parlais d'une histoire de regard pour mieux connaître l'autre. C'est ce que vous faites aussi, c'est questionner finalement la vie des autres qu'on connaît très très mal. On suppose beaucoup de choses, on se crée des histoires, ses propres histoires, sans connaître jamais vraiment l'autre aussi. Pierrick, Emmanuel, Salasque. Et après, j'ai un peu dépassé, mais je vais vous donner la parole s'il y a une ou deux questions. Et voilà, Pierrick. La photographie est importante, et le regard qu'on pose sur les autres, pour mieux les connaître, ou pour prendre une distance. La photographie, elle est importante, mais ça va être une réponse un peu à côté, mais pour Emmerich, c'est même parfois un moyen de gagner sa vie. Mais c'est vrai que c'est un moyen peut-être d'essayer de capter quelque chose qui n'arrive pas ou de lier des liens qu'il n'arrive pas à lier dans la vraie vie. Et c'est peut-être d'ailleurs plus en ça qu'elle est importante pour lui qu'avec une visée encore moins artistique, mais le résultat ne le préoccupe pas plus que ça, puisque en fait pendant de longues années il photographie avec un appareil argentique, mais comme il n'a pas d'argent, il ne peut pas faire développer les pellicules. Donc finalement ce qui
qui compte, c'est l'acte. Donc, c'est en effet une manière d'entrer en contact avec l'autre, de créer un lien. Ouais. Et le temps qui passe, c'est important, ces corps marqués par le temps, le vieillissement. Avoir 50 ans, plusieurs fois, ça revient sur l'âge qu'on a, le retour en arrière, chez tous les deux aussi d'ailleurs. Longtemps, j'ai axé mes livres sur justement des problématiques de corps. Et depuis quelques années, je me focalise plutôt sur le lien de ces corps au lieu sur lequel ils habitent. Ah ben, un entre-deux, encore une fois. Ces corps... je n'ai pas bien entendu avec le masque. Le corps entre-deux, c'est ça que vous disiez ? Non, je disais que pendant très longtemps, mes livres, jusqu'à l'absence d'oiseaux d'eau, étaient axés sur des problématiques de corps, des corps qui dysfonctionnaient d'une manière ou d'une autre. Et que depuis un renard à main nue à peu près, et puis toute la trilogie, je me suis plutôt intéressée sur le lien de ces corps à l'espace dans lequel ils habitent. Voilà, j'avais déplacé mon attention, mais que c'était quand même une préoccupation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, une ou deux ? Eh ben dans ce cas-là, je vais rappeler les noms des livres Orgel d'Emmanuel Salasque aux éditions POL et le roman de Jim aussi aux éditions POL de Pierrick Bailly. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci.